Une trêve, Israël et le Hamas ont accepté une trêve de 6 semaines. Alors de nombreux détails demeurent à régler. Et puis, j'allais dire rien n'est fait, mais je vais vous poser la question. Amélie Ferret, bonjour. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense, du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous suivez de manière attentive cette région, le Proche-Orient. Est-ce que vous êtes aujourd'hui optimiste, satisfaite, inquiète? Bref, quel est votre état d'esprit? C'est toujours difficile de répondre, à cette question parce que, comme vous le savez, la région est tellement, fluctuante que, il faut rester prudent. Mais aujourd'hui, sur le plan personnel, j'ai, une pensée particulière pour, les familles des otages qui, doivent vivre des moments, d'angoisse et en même temps, d'espérance très forte vis-à-vis de la libération, de leurs proches. Et j'ai également une pensée pour les Gazaouis. On a vu des scènes de liesse à Gaza avec justement des gens qui espèrent que ce sera peut-être l'avènement d'une ère un peu plus propice. Et donc, voilà, on ne peut que se réjouir d'une avancée sur, même si elle est peut-être fragile, sur la paix dans cette région. Alors cet accord qui demeure encore à ratifier, qui est soumis également à cette coalition israélienne, bref, que contient-il précisément, Amélie Ferret? Alors, c'est un accord qui, en fait, est fait évidemment en plusieurs phases et qui, détaille principalement la première phase, ce qui justement, laisse, songeur sur, la probabilité que les autres phases se réalisent. Mais, d'une manière générale, vous avez 4 principes qui, structurent l'accord. Premièrement, un cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Ensuite, la reconstruction de Gaza et l'ouverture des points de passage et la facilitation du déplacement des personnes et du transport des marchandises. Si on revient sur la première phase, elle doit durer 42 jours, dans lequel vous aurez une libération de 33 otages. Et ces 33 otages, ce sont des femmes, des enfants ou des personnes qui sont malades. Et en échange de ces 33 otages, vous avez la libération de prisonniers donc palestiniens détenus en Israël et principalement aussi des femmes et des enfants comme ce qui avait été fait lors des échanges précédents. Vous avez ensuite une entrée d'une aide humanitaire qui est autorisée, donc 600 camions par jour, dont 50 de carburant et 300 pour le nord de Gaza, ce qui pose évidemment la question De du l'ouverture. détournement potentiel de ces camions vis-à-vis du Hamas, et ça inclut évidemment du carburant pour aider les centrales électriques et le fonctionnement des hôpitaux dans la bande de Gaza. Voilà ce qu'on sait. Pour chaque soldat libéré, Israël libérera 50 prisonniers palestiniens, 30 qui sont condamnés à perpétuité et 20 qui ont eu des peines inférieures à 15 ans. Le New York Times raconte la finalisation de cet accord en expliquant que l'envoyé spécial de Donald Trump a en substance expliqué à Netanyahou que c'était à prendre ou à laisser, ce qui veut dire, si l'on suit ce papier, que c'est un mauvais accord pour Israël, pour Netanyahou, et qu'il a été obligé de manger son chapeau, son béret, sa kippa, hein, pour l'accepter. Effectivement, il faudrait plutôt dire Sakipa parce que Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial dans la région de Donald Trump, est arrivé samedi à Jérusalem et Netanyahou lui a fait savoir qu'il voulait attendre la fin de Shabbat pour le rencontrer. Et Steve Witkoff a dit qu'il n'attendrait pas et qu'il n'avait cure du respect du Shabbat. Donc ça dit quelque chose sur le ton extrêmement brutal de l'administration Trump. En fait, le dilemme pour Israël, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas de deal ou un mauvais deal. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez dans la presse israélienne et dans
les psychés israéliennes, on va dire, une division entre l'intellect qui dit bon, c'est pas un très bon deal parce que justement l'objectif militaire de destruction du Hamas n'est pas complètement atteint, et d'autre part le côté émotionnel qui dit c'est quand même un bon deal parce qu'on a la famille des otages qui arrivent. Et d'ailleurs, les familles des soldats qui sont tombés au combat dans cette guerre. On est sur à peu près 400 soldats depuis le début de l'offensive terrestre israélien qui sont morts, se sont amassés devant la maison de Netanyahou pour justement dénoncer ce qu'ils appellent le surrender deal. Alors, Amélie Ferret, il faut dire aussi que c'est un deal qui est jugé comme étant mauvais parce que Netanyahou a dit qu'il y avait des questions de vie ou de mort pour Israël et que finalement ces questions de vie ou de mort ont été abandonnées suite à cette rencontre avec l'envoyé spécial de Donald Trump. Donc comme vous l'avez très bien dit, il y a donc effectivement la question du Hamas. Netanyahou a dit qu'il fallait débarrasser la région du Hamas. Le Hamas est vivant même si certains de ses chefs sont morts. Et puis l'autre question qui est extrêmement présente dans l'opinion publique israélienne, le Jérusalem Post en parle, c'est le fait que le prix à payer pour chaque otage est très élevé en matière d'échange avec des prisonniers palestiniens et que ça renvoie au précédent de Yahya Sinwar qui, l'ancien chef du Hamas, a été échangé dans un contexte tel que celui-ci. Tout à fait. En fait, Yahya Sinwar, il avait été libéré dans le cadre de l'échange sur Gilad Shalit, qui était ce soldat franco-israélien qui a été échangé contre 1000 prisonniers politiques. Et c'est vrai que le deal donne des éléments au Hamas pour dire voilà, on a combattu Israël, on ne s'est pas rendu et on a réussi à libérer les prisonniers politiques, sachant que la question des prisonniers politiques, c'est un élément clé du récit du Hamas et c'est ce sur quoi ils ont construit leur légitimité. Le problème, c'est que est-ce que cette libération de prisonniers politiques, ça peut faire passer la pilule, si j'ose dire, à la population gazaoui sur la destruction de la bande de Gaza? Je rappelle que 70% du bâti a été détruit, qu'on a 46 000 personnes qui sont mortes, dont effectivement 17 000 personnes d'après les estimations israéliennes qui étaient des combattants du Hamas, mais ça laisse 29 000 personnes qui sont mortes dans cette guerre. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut se garder du tout ou rien, de l'approche tout ou rien. Parce que on savait, et on l'a dit d'ailleurs à cette antenne très tôt, que l'objectif militaire d'éradication du Hamas était extrêmement compliqué, mais ça ne veut pas dire que le Hamas n'est pas affaibli militairement. Et quand on regarde par rapport à il y a un peu plus d'un an, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans la région. La destruction des capacités militaires du Hamas. Alors oui, c'est vrai que du coup, plus vous bombardez, plus vous détruisez, vous créez aussi un appel d'air pour des nouveaux recrutements. Mais si ces jeunes recrues, elles n'ont pas d'armement et qu'elles sont désorganisées parce que vous avez décapité c'est un terme militaire, mais parce que vous avez tué tous les dirigeants de la branche armée du Hamas, elles ne vont pas être très effectives militairement. Donc le Hamas est affaibli sur ce plan-là. Et par ailleurs, vous avez quand même la mise en échec stratégique de l'Iran, qui était quand même le parrain d'un certain nombre d'acteurs dans la région, avec un Hezbollah qui est hors d'état de nuire, qui n'a pas disparu, mais qui est hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, je signale que le président de la République est aujourd'hui à Beyrouth, justement pour parler du cessez-le-feu et de l'avenir du cessez-le-feu sur ce plan-là. Vous avez eu la chute de Bachar el-Assad, ce qui a quand même considérablement fragilisé la crédibilité de l'Iran, et des frappes entre l'Iran et Israël qui ont été importantes. Donc voilà, tout n'est pas à jeter et il faut se garder d'une approche maximaliste. Dernier point sur lequel on pourrait revenir en matière d'accord, ce sur quoi insiste le New York Times, et j'aimerais votre avis, Amélie Ferret. Le New York Times dit finalement qu'il y a une forme de hiatus entre cette administration Trump qui a été construite en étant très pro-israélienne. On est en compagnie d'évangéliques et de juifs très likouniques, c'est-à-dire très proches du Likoud, dont justement cet envoyé spécial de Donald Trump qui n'a jamais caché le fait qu'il était extrêmement favorable à la ligne Netanyahou. Et pourtant,
Alors même que c'est cela l'éthos de l'administration Trump, l'accord est perçu comme étant un camouflet pour Netanyahou. Moi, je pense que le style Trump, ici, joue beaucoup. En fait, le procès en antisémitisme ou en non-soutien à Israël ne fonctionne pas précisément du fait de la ligne politique claire assumée par une partie de son équipe. Et par ailleurs, on sait que Donald Trump vise à avoir le prix Nobel de la paix et qu'il a Alors dit... ça, c'est important de l'expliquer parce que ça ne va pas forcément de soi. En fait, il aurait voulu avoir le prix Nobel de la paix de la même manière que Barack Obama l'a obtenu en son temps pour les accords d'Abraham. Ça n'a pas été le cas. Et là... Rappelons peut-être ce qu'étaient les accords d'Abraham. Donc les accords d'Abraham, ce sont ces accords de normalisation où une partie des pays arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, mais aussi le Maroc, ont reconnu la légitimité et l'existence d'Israël. Et ce sont un peu ces accords qui ont été torpillés par le 7 octobre. Même, oui, mais ces accords ont quand même tenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de remise en cause des accords d'Abraham en dépit du 7 octobre et surtout en dépit de l'offensive israélienne par la suite. Vous avez raison, on pourrait même parler d'ailleurs d'une sorte de double jeu d'un certain nombre de puissances signataires des accords d'Abraham. Mais en fait, ce qu'il faut voir, je ne parlerai pas de double jeu, mais ce qu'il faut voir, c'est la séquence dans laquelle s'inscrit le cessez-le-feu. Puisque, comme j'ai dit, Trump l'a dit très tôt, il veut essayer de résoudre au maximum les crises avant la date de son investiture, le 20 janvier. Il veut être celui qui met fin à la guerre en Ukraine. Entre Ukraine et Russie et également celui qui met fin à la guerre au Proche-Orient. On se rappelle que lors de son précédent mandat, il avait quand même fait beaucoup d'efforts pour faire adopter le Deal of the Century, c'est-à-dire un deal justement pour une résolution du conflit israélo-palestinien. Et là, ce qui est en train de se discuter, c'est le rôle de l'Arabie saoudite qui pourrait aussi normaliser avec Israël et qui justement est un acteur clé dans la séquence d'après. Donc je pense que Trump, lui, ce qu'il se dit, c'est on arrête cette guerre, on discute avec l'Arabie saoudite pour qu'il y ait une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Et en échange, c'est ce que va essayer d'obtenir l'Arabie saoudite, de la création d'un État palestinien. Et d'ailleurs, il y a une conférence qui va avoir lieu à New York en juin, une conférence sous l'égide de l'Arabie saoudite et de la France, mais sur le territoire des États-Unis, pour la création d'un État palestinien. Donc là, ce qu'il faut suivre dans les prochaines semaines, évidemment, c'est le cessez-le-feu, mais c'est aussi, est-ce que l'Arabie saoudite va jouer son rôle de leader dans la région pour imposer cet agenda-là. Et alors ça, c'est effectivement un choix extrêmement fort de Donald Trump. Alors on l'accuse de changer souvent d'avis. Là, pour cette question-là, il n'a jamais changé d'avis. Oui, tout à fait. Puis ce qu'on voit aussi, c'est sa volonté justement à utiliser les leviers qu'il a sur Israël. On rappelle que quand même Israël bénéficie d'une aide militaire de 3,8 milliards par an qui a été complétée cette année. 8 milliards récemment qui ont été versés, si vous voulez boire un peu d'eau, Amélie Ferret, je veux poursuivre. On peut vous apporter de l'eau également, puisque vous n'en avez plus. Moi, je n'ai que du thé. Mais en tout cas, on voit effectivement qu'Israël est extrêmement tributaire, notamment pour son système de missiles antimissiles, de l'aide américaine, et qu'un arrêt donc de ces livraisons d'armes serait une catastrophe, ce qui explique probablement en grande partie le fait que Netanyahou ait été obligé d'accepter toutes les conditions fixées par l'envoyé spécial de Donald Trump. Exactement, et c'est là où on mesure en fait la différence entre le leadership américain sous Biden et le leadership américain sous Trump, puisque l'administration Biden n'a jamais été capable d'utiliser de leviers pour contraindre Netanyahou. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interrogations sur en fait la force des États-Unis dans ce contexte-là, alors que on voit que Trump, avant même d'arriver au pouvoir, il arrive à faire plier Netanyahou justement par son ton brutal et sa volonté à utiliser tous les leviers pour faire accepter sa volonté.
Alors néanmoins, il faudrait tempérer l'optimisme des Palestiniens, puisque certes, il y a ce cessez-le-feu, certes, c'est un camouflet pour Netanyahou, mais rien ne dit que le plan de paix qui va être proposé, puisque là, il y a un arrêt des bombes, mais un arrêt des bombes, ça n'est pas une situation suffisante. Quelle va être la solution territoriale? Quelle va être la manière dont Gaza va être traité par la suite? Amélie Ferret, là, pour l'instant... Il y a beaucoup d'options qui sont ouvertes. Beaucoup de personnes pensent que, en fait, la deuxième phase du cessez-le-feu, voire le, le respect du cessez-le-feu ne va pas en fait arriver, puisqu'il va y avoir une reprise des affrontements entre Hamas et Israël. Cependant, les options, ce serait que l'autorité palestinienne reprenne la bande de Gaza, ce qui pose la question justement de la légitimité de l'autorité palestinienne qui est aujourd'hui gouvernée par Mahmoud Abbas, qui n'a plus aucune crédibilité. Amélie Ferret, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cette situation au Proche-Orient. Je rappelle que vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense, centre des études de sécurité de l'IFRI. On sera en duplex avec Charles Anderlin, en duplex à Jérusalem. On lui doit notamment Israël, l'agonie d'une démocratie dans la collection Libelle. 8h. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nos invités, ce sont Amélie Ferret qui est avec nous, qui est spécialiste donc du Proche-Orient, et en duplex depuis Jérusalem, le journaliste Charles Anderlin. Bonjour Charles. Bonjour. Peut-être tout d'abord, pourrions-nous connaître votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes optimiste, vous qui avez vu tant de trêves, tant de cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens? Eh bien, écoutez, cette fois, je peux le dire, je suis optimiste. C'est la première fois depuis le début de cette guerre qu'il y a une réelle chance pour qu'un cessez-le-feu soit appliqué et mis en place. Pourquoi? Parce que cette fois, Benjamin Netanyahou est bel et bien dans le train. Le samedi dernier, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, au cours d'une conversation de 5 heures à Jérusalem, lui a littéralement tordu le bras. Dans la soirée, on apprenait que les négociations qui jusqu'à présent au Qatar se déroulaient assez K1KA, eh bien, démarraient sur la base de l'accord qui avait été littéralement conclu au mois de mai de l'année dernière et qui avait été torpillé. Torpillé, Netanyahou affirme que c'était le Hamas, mais en fait, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui est un kahaniste ultra-religieux, Oh, il faut expliquer ce qu'est un kahaniste. affirme que Charles, c'est lui qui a torpillé l'accord. Comme vous êtes en duplex, c'est compliqué de s'entendre kahaniste. Le rabbin Kahan était un rabbin ultra-religieux, très à droite. On le qualifierait aujourd'hui de suprémaciste juif. Charles Anderlin, vous pouvez quand même pas être optimiste. Un homme comme vous, qui en a tant vu dans la région, vous savez bien que même si les bombes se taisent, et c'est évidemment un grand soulagement pour Palestiniens et Israéliens, eh bien, même si les bombes se taisent, rien n'est réglé sur le plan politique, et notamment le sort de Gaza n'est pas réglé parce qu'il n'y a pas, a priori, de volonté politique très claire chez Netanyahou à ce sujet. C'est une litote d'ailleurs. Écoutez, Netanyahou ne se fâchera pas avec Donald Trump. C'est sa grande peur. Même si l'ultra-droite nationaliste religieuse au gouvernement rue sérieusement dans les brancards, à ce stade, il est persuadé d'abord qu'il a une majorité au sein du gouvernement pour approuver le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers. Et puis le grand public, le public israélien majoritairement veut l'arrêt de la guerre et la libération des otages. Donc tous ces éléments sont là. Bien entendu, il faut craindre des provocations d'un camp ou de l'autre. Gaza est dans un état complètement chaotique. Est-ce que tous les combattants du Hamas et même d'autres islamistes feront des provocations? C'est possible. Côté israélien, on a déjà eu une première manifestation de l'ultra-droite religieuse hier soir à Jérusalem qui exige la poursuite de la guerre.
Et oui, alors ça, bon, ça c'est le premier danger immédiat à Médiféret parce que et il faut bien voir que Smotrich, notamment, et Ben-Gvir, qui sont donc ces deux ministres, puisqu'on a un système à la proportionnelle intégrale qui fait que Netanyahou dépend de cette toute petite formation, mais elle est suffisante pour le faire tomber. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont très mécontents de cet accord. Tout à fait. En fait, Oui, la question des équilibres internes politiques en Israël, elle influe de manière extrêmement forte sur la conduite de la guerre. Mais il y a une chose qui a changé depuis septembre 2024, c'est que le parti de Gideon Sa'ar a rejoint en fait le soutien à Netanyahou. Donc ça veut dire que si Netanyahou perd effectivement Smotrich et Ben-Gvir et qui quitte le gouvernement. Donc Itamar Ben-Gvir a effectivement dit qui dénonçait cet accord. Pour Smotrich, c'est un petit peu moins clair. Et d'ailleurs, ce qu'essaye de faire Itamar Ben-Gvir, c'est de rallier Smotrich à sa cause, mais c'est pas encore fait. Et bien, même s'il part du gouvernement, il y aurait quand même une majorité pour Netanyahou. Donc Netanyahou n'est plus otage de ces deux personnalités. Sachant que pour eux, c'est quand même un pari risqué de partir du gouvernement parce que c'est pas sûr du tout qu'il soit par la suite réélu. Et donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est aussi finalement celle de l'état d'esprit des Israéliens. Est-ce que au bout d'un peu plus d'un an de guerre, avec une pression internationale très forte, la question de la Cour pénale internationale, la question des soldats qui sont arrêtés lorsqu'ils sont en vacances à l'étranger, est-ce qu'ils ont envie d'une normalisation plus ou moins de l'État d'Israël avec un gouvernement peut-être un peu plus modéré ou est-ce qu'ils poursuivent dans la voie justement des démocraties illibérales? Et finalement, c'est un peu ça la question qui se pose aujourd'hui pour les Israéliens. Et qu'on va poser à Charles Anderlin, parce que la paix, Charles, elle ne pourra venir que s'il y a un partage territorial. Or, actuellement, Israël a avancé sur le Golan, donc le Golan a déjà été considéré comme une colonie sur terre syrienne, et là, Israël ne fait qu'avancer. En Cisjordanie, depuis le 7 octobre, la colonisation s'est poursuivie. Bref, comment imaginer dans ce contexte une paix entre Israéliens et Palestiniens? ben écoutez, c'est une vision très très lointaine. Je crois que la première étape, c'est déjà le cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre. Maintenant, vous savez, Benjamin Netanyahou a refusé, au cours des premiers mois de la guerre, la proposition de Joe Biden et de l'Arabie saoudite de mettre en place à Gaza une gestion qui serait palestinienne, probablement venue de l'autorité palestinienne à Ramallah, peut-être refondue après des élections palestiniennes. C'était l'idée qui a été complètement rejetée. Fondamentalement, il faut quand même rappeler que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est le plus annexionniste, le plus religieux de l'histoire d'Israël. Et dans ce stade, effectivement, Netanyahou est fragilisé. Il faudra donc voir qu'est-ce que Donald Trump veut. En tout cas, il a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas la guerre, il voulait que cela s'arrête, et c'est cela, je crois, que Netanyahou a compris. Maintenant, Netanyahou, du point de vue politique en Israël, est fragilisé. Que va-t-il se passer dans les mois qui viennent? Je crois que d'abord, il faut voir comment tout cela va se passer pendant les 42 jours de cessez-le-feu. Vous savez, au 16e jour doivent Mhm. commencer les négociations sur l'étape suivante, c'est-à-dire le retrait complet de Gaza, la libération de tous les otages et la mise en place Mhm. d'un autre régime à Gaza. Déjà, il est question de rouvrir le poste frontière entre Gaza et l'Égypte, le poste de Rafah, avec tenu côté palestinien par d'autres venus, palestiniens venus peut-être de l'autorité palestinienne. On ne sait pas encore qui. En tout cas, déjà, cela donne une indication. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, mais comme on l'a déjà évoqué, Charles Anderlin, l'autorité palestinienne a eu une popularité négative et chez les Palestiniens. Elle est considérée comme étant excessivement corrompue, ce qu'elle est, comme étant alignée sur la politique israélienne. Et
Moi, si vous voulez, mon inquiétude, c'est un retour au statu quo ante avec un Gaza qui serait toujours soumis plus ou moins à un blocus, voulu donc cette fois-ci non seulement par le gouvernement israélien, mais par les Trumpistes. Rien dans ces conditions ne serait réglé et on attendrait le prochain Hamas. Bah, écoutez, le Hamas aujourd'hui reste à Gaza, hein, c'est le Hamas qui contrôle en fait le territoire. Là où il y a une population gazaoui, c'est le Hamas qui tient la rue. Là, c'est le grand échec de la stratégie de Netanyahou. Les objectifs de la guerre n'ont pas été réalisés. Le Hamas est toujours là, que Netanyahou voulait éradiquer. Donc, en fait, il va falloir tout simplement attendre et voir quelles seront les décisions qui seront prises à Washington. Qu'en Euh, pensez-vous, Amélie Ferret? Mais moi, je dirais que sur la question du jour d'après, donc pour Gaza, effectivement, il y a 3 options. Il y a l'option de la colonisation qui est poussée par Ben Gvir et par Smotrich qui disent finalement l'échec sécuritaire d'Israël, il est lié au retrait des colons de Gaza et donc qui poussent cette Il agenda-là. faut dire qu'il y avait des colons auparavant à Tout à Gaza fait. et c'est En 2005. Ariel Sharon qui a décidé de faire partir ces colons avec un prix politique assez lourd pour lui. Exactement. Soit vous avez, comme vous l'avez dit, une forme de cisjordanisation avec un statu quo qui laisse en fait pourrir la situation à Gaza. Soit vous avez une nouvelle offre politique palestinienne dont les contours restent à déterminer, qui est mise sur pied. Moi, ce que je pense important, c'est de voir l'équation régionale sur cette question. Parce qu'il faut bien voir que la rue à la fois égyptienne, jordanienne, mais aussi saoudienne, est révulsée par ce qui s'est passé à Gaza, a été chauffée à blanc par les images justement des souffrances des civils et utilise aussi la question palestinienne pour faire pression sur leur propre gouvernement, sachant que la chute de Bachar el-Assad en Syrie inquiète aussi des gouvernements qui tiennent beaucoup sur la répression, comme c'est le cas pour l'Égypte. Par ailleurs, l'Arabie saoudite, en fait, d'une manière générale, le Golfe veut peser au niveau mondial et pas simplement au niveau régional. Et l'Arabie saoudite, elle est axée sur sa vision 2030 et ils veulent que Gaza soit une forme de débouché type un peu Dubaï sur la Méditerranée et donc soit reconstruit et ouvert au tourisme, etc. Que ce soit avec une souveraineté d'ailleurs israélienne ou palestinienne, il n'y a pas de point tranché là-dessus. Donc, ce qu'il faudra voir, c'est justement dans quelle mesure l'administration Trump va adhérer à ça et dans quelle mesure l'Arabie saoudite va imposer une vision pour la reconstruction de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Anderlin? Eh bien, écoutez, tout d'abord, à propos de la recolonisation de Gaza, cet accord de cessez-le-feu, il empêche tout simplement, et c'est cela qui littéralement suscite la panique chez Smotrich et Itamar Ben-Gvir, parce qu'il prévoit le retour de près d'1 million de Gazaouis dans le nord de Gaza, où l'extrême droite, l'ultra-droite religieuse espérait que Trump permettrait l'annexion à Israël et la construction de nouvelles colonies. Et c'est la grande déception de tout ce groupe ultra-messianique qui est très déçu par ces pressions exercées par l'équipe de Trump sur Netanyahou. La recolonisation de Gaza est tout simplement annulée par cet accord de cessez-le-feu. Ouais, sauf que Charles Anderlin, il y avait, disons, très peu de possibilités de recoloniser la bande de Gaza, sauf à vouloir payer un prix extrêmement lourd sur le plan militaire pour assouvir des intérêts idéologiques, mystiques, religieux. Donc il aurait vraiment fallu verser dans une autre type de stratégie pour y aboutir. Tout à fait, mais si vous vous rappelez tous les débats qu'il y a eu sur la conscription justement des ultra-orthodoxes, en fait, dans les équilibres politiques
politique israélien. Il Ce faut prix rappeler du que sang, les juifs ultra-orthodoxes sont généralement exemptés d'armée. exactement. Une des volontés justement de Yoav Gallant quand il était ministre de la Défense et du chef d'état-major était de changer la conscription de manière à incorporer la jeunesse ultra-orthodoxe à l'armée. Et aujourd'hui, en fait, les gens qui paieraient le prix du sang, c'est-à-dire de mettre des soldats pour recoloniser Gaza et pour assurer l'ordre à Gaza, ben, en fait, ce ne seraient pas les religieux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, ce n'est pas Itamar Ben-Gvir et Smotrich, mais ce sont les partis ultra-orthodoxes qui font aussi partie de la coalition. C'est un petit peu complexe, mais voilà, c'est important de rappeler ça parce que ça explique pourquoi, en fait, il y a une division quand même très forte en Israël entre les différents groupes sur cette question en fait, des limites d'Israël et finalement de l'avenir du pays. L'avenir du pays, Charles Landerlin, il passe donc il est suspendu à la volonté de Donald Trump, à l'attitude des pays aux alentours. Alors il y a notamment un pays qui est quand même un grand point d'interrogation, c'est la Syrie, son nouveau chef Al-Jolani. Al-Jolani, il faut rappeler que ça veut dire Golan, et donc ce plateau, qui est un plateau qui a été annexé illégalement par Israël, Israël qui surplombe à 30 km aujourd'hui de la ville de Damas. Est-ce que ça aussi, ça n'est pas une variable importante dans l'équation du futur? Écoutez, à ce stade, le front du Golan face à la Syrie est calme. A priori, pour l'instant, les Israéliens regardent tout cela avec beaucoup d'inquiétude, de suspicion. Il y aurait des contacts discrets, mais en fait, là, on passe à une nouvelle étape de la géopolitique, à savoir la Turquie, qui est très anti-israélienne, semble s'installer, de prendre de plus en plus de place dans le nouveau régime syrien. Donc, pour tout cela, je crois qu'à ce stade, il est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Alors, il est trop tôt pour en parler, mais ce dont on est certain, et là il n'est pas trop tôt, c'est le fait qu'Israël a avancé sur le Golan, donc c'est plus encore illégal d'avoir annexé une partie de ce plateau améliféré. Bah, en fait, Israël a profité, on va dire, de la chute de Bachar el-Assad pour détruire 70%, enfin, c'est des estimations, hein, du potentiel militaire syrien, et pour effectivement prendre place sur le plateau du Golan, enfin prendre un peu plus place sur le plateau du Golan, parce qu'une des menaces stratégiques pour Israël, c'était les gardiens de la révolution et donc des positions iraniennes qui étaient installées en Syrie, puisque l'Iran soutenait le régime de Bachar el-Assad. Et donc pour moi, si on regarde la situation aujourd'hui du point de vue géopolitique, l'épine dans le pied de Donald Trump pour une sorte de deal du siècle de résolution du conflit, et pour Israël, c'est bien la question de l'Iran, puisque certes, l'Iran a subi des revers stratégiques, mais le Hezbollah est toujours là, les Houthis sont toujours là, et d'ailleurs les Houthis ont célébré le cessez-le-feu à grand renfort de rafales tirées en l'air. L'Iran a toujours un programme nucléaire. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir une résolution du conflit si l'Iran persévère dans sa volonté d'avoir un programme nucléaire. Et ça, la position en fait de Donald Trump sur la question de l'Iran, est-ce qu'ils vont soutenir des potentielles frappes israéliennes sur l'Iran? Est-ce qu'ils vont refaire une pression maximale? Est-ce que l'Iran, au contraire, va changer ses équilibres politiques pour aller vers une ouverture et une sorte de nouveau JCPOA, qui était donc cet accord sur le nucléaire iranien qui avait été fait par Barack Obama? Voilà, pour moi, c'est la grande équation et c'est l'épine dans le pied de tout ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui. L'autre variable importante, Charles Landerlin, et vous la voyez tous les jours, Gaza est aujourd'hui un territoire détruit, hélas. L'économie israélienne va également très mal. Bien, écoutez, effectivement, il y a le prix économique de la guerre, il y a les centaines de milliers de réservistes qui ont quitté leur emploi, leur famille, pour aller combattre à Gaza et se déployer sur les autres fronts.
Le cessez-le-feu va permettre probablement une relance de l'économie. Vous savez, il faut le répéter, l'immense majorité du public israélien est pour l'arrêt de la guerre. L'Israélien moyen n'en peut plus. D'abord, il y a la crainte quotidienne de pertes, de violences, les soldats qui tombent presque tous les jours à Gaza à la suite de la guérilla poursuivie par le Hamas. Donc, tout cela nous amène probablement vers d'abord un affaiblissement du gouvernement Netanyahou qui commence sérieusement à penser à de nouvelles élections, au plus tard l'année prochaine. Maintenant, à ce stade, il faut, à mon avis, juste prier, croiser les doigts et espérer que tout cela va permettre d'avancer. Et alors, concernant Netanyahou, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à la manière donc de Golda Meir, qui n'avait pas vu venir la guerre du Kippour alors qu'elle avait tous les moyens de le voir, il pourrait être un jour inquiété pour ne pas avoir vu venir le 7 octobre? Et Benjamin Netanyahou, depuis son retour au pouvoir en 2009 jusqu'au 7 octobre, soutenait littéralement le Hamas en permettant le financement de l'organisation islamiste, notamment par la Turquie, pour des milliards de dollars. Et la surprise du 7 octobre, effectivement, montre l'échec de sa théorie de maintenir une espèce de statu quo avec Gaza, mais pas seulement, avec le problème palestinien dans l'ensemble. Pendant toutes ces années, Benjamin Netanyahou a poursuivi une politique d'affaiblissement de l'autorité palestinienne pour permettre à terme l'annexion en bonne et due forme, selon lui, de la Cisjordanie. Amélie Ferret, un mot de conclusion sur ce qui pourrait se produire maintenant. Vous insistez sur l'équation régionale et c'est effectivement probablement la clé, puisqu'on a bien vu que ça n'était pas seulement une guerre entre Israël et le Hamas, mais qu'il y avait aussi les Houthis et le Hezbollah, peut-être l'inconnue syrienne aujourd'hui. En tout cas, voilà beaucoup pour un seul front. Oui, tout à fait. Mais moi, en tout cas, la question que je me pose personnellement, c'est en fait, c'est l'avenir de l'offre politique palestinienne et c'est la position de Donald Trump sur ce plan-là, puisque on le sait, Donald Trump n'a pas pris parti, fait et cause pour les Palestiniens. Il s'est plutôt entouré justement de personnes qui soutiennent un agenda annexionniste pour Israël. Elon Musk a fait des sorties très dures sur les Gazaouis, sur l'Iran également. Et donc, au final, la question, c'est est-ce que dans la vision trumpienne d'un deal, ça passe par la création d'un État palestinien ou est-ce qu'il va soutenir l'agenda de Netanyahou? Le dernier mot très rapide, Charles Anderlin. Tout accord au Proche-Orient passera nécessairement par une option palestinienne. Sans cela, l'Arabie saoudite n'en rentrera pas dans le jeu avec Israël, ne normalisera pas ses relations avec Israël comme Benjamin Netanyahou et l'ensemble de la classe politique israélienne l'espèrent. Israël, l'agonie d'une démocratie, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Charles Anderlin. Il est publié aux éditions du Seuil et vous en avez également consacré un autre, Charles, dont vous allez nous rappeler le titre. Le grand aveuglement, Israël face à l'islam radical. Eh bien, je vous remercie et je remercie également chaudement Amélie Ferret, responsable du laboratoire de recherche sur la défense et du centre des études de sécurité de l'IFRI. Dans quelques instants, le journal 8h45. Et puis mes camarades Lucille Como et François Saltiel.